Le 14 juin 2015, la police du Missouri se rend au domicile de la famille Blanchard. Plus tôt ce jour-ci, des messages étranges avaient été postés sur le compte Facebook de Dee Dee Blanchard, la mère d'une fille unique, Gypsy Rose Blanchard, une fille à la santé extrêmement fragile, notamment quadriplégique depuis son enfance et atteinte de complications respiratoires et d'une capacité mentale retardée à cause de dommages mentaux. Ce jour-ci, Dee Dee postait sur Facebook « La p*** est morte. J'ai éventré la grosse truie et j'ai f***é sa douce et innocente fille. Ses cris étaient tellement bruyants. Lol. » La famille, alarmée, avait prévenu la police. Arrivée au domicile, la police ne trouve personne. Ils auscultent chaque pièce, jusqu'à arriver à la chambre de la mère. Celle-ci avait été poignardée plusieurs fois jusqu'à la mort la nuit précédente. La police, en continuant leur investigation autour de ce meurtre sordide, se rendirent compte d'une chose. La fille, Gypsy Rose Blanchard, n'est pas au domicile. Mais une recherche commença, durant finalement moins de temps que prévu, car elle sera retrouvée au domicile d'un autre garçon, son petit copain. Lors du procès, la famille de Gypsy, cette jeune fille quadriplégique et malade, est complètement choquée. Elle avait avec son petit copain orchestré le meurtre de sa mère, et était notamment la responsable des messages postés sur Facebook. Mais encore pire, la famille était horrifiée par un détail. Gypsy, au tribunal, est debout, marchant sans le moindre problème. Que s'est-il passé ? En 1967, Claudine Pitre naît. Sa famille néanmoins la surnomme Didi, et ça restera le nom qu'on utilisera le plus pour la désigner. À 24 ans, elle rencontre Rod Blanchard. L'amour commence entre les deux, mais malheureusement, Didi tombe enceinte de Rod. Il se décide, alors un peu effrayé et dans la précipitation, de se marier. Elle avait 24 ans, il en avait 17. Alors complètement terrifié de ce mariage qui en plus n'était pas spécialement réalisé par amour, ils divorceront avant même la naissance de la jeune fille. C'est Didi qui obtiendra la garde du gosse avant même qu'il soit né. Cet enfant, il naît en 1991 et il s'appelle Gypsy Rose Blanchard. Tout semblait bien se passer dans les premiers mois de la vie de Gypsy. Jusqu'à un moment un peu étrange, à ses 3 mois seulement, la mère de Gypsy, Didi, dit à son ex-mari que sa fille contracte une apnée du sommeil. Et ainsi commença la dégringolade de la santé de Gypsy, qui ne fera que de s'empirer au cours des années. Gypsy fut assignée à un appareil respiratoire pour l'aider, mais les pathologies commencèrent à s'intensifier. Des problèmes d'audition, de vue, de digestion, jusqu'au jour où elle n'arrivait même plus à marcher. Ainsi son diagnostic s'étenda d'une manière quasiment absurde. Épilepsie, reflux gastro-œsophagien, quadriplégie, dystrophie musculaire, anémie, hypoventilation, asthme, retardation mentale, leucémie, incontinence, maladie pulmonaire, de nombreuses allergies, bref, sa santé était absurdément compliquée. Ses problèmes gastriques notamment l'obligeaient à être nourrie par un tube qui se situait au niveau de son ventre, plutôt au niveau de son nombril. Elle se faisait nourrir comme ça, injectée dans ce tube, et également l'intégralité de ses médicaments devait être injectée par ce même tube. Elle gagna son combat contre la leucémie, la plaçant en une sorte de héros local. D'ailleurs, la situation de santé complètement catastrophique de Gypsy a amené sa mère à devoir s'occuper d'elle H24. Financièrement, néanmoins, elle s'en sortait plutôt correctement, malgré le fait qu'elle soit obligée de s'occuper de sa fille constamment. En effet, la communauté locale s'était rejointe pour l'aider à payer sa maison, et de nombreux événements invitaient Gypsy, que ce soit des événements liés à ses différentes pathologies, ou juste des gens voulant offrir une bonne expérience à une personne dont la durée de vie semblait malheureusement limitée. Des séjours à Disneyland, des voyages divers et variés, bref, Gypsy était chouchoutée. Elle était souvent la tête d'affiche de certains journaux. Gypsy était cet enfant fragile, adorable, le cliché du malade s'exprimant avec de l'innocence, innocence procurée par son soi-disant retard mental. Bref, tout allait bien. Alors pourquoi a-t-elle tué sa mère ? Et pourquoi arrivait-elle à marcher durant son procès ? You ready? Yeah!
Didi Blanchard n'était pas cette mère de famille adorable qu'on avait définie plus tôt. Didi était une menteuse pathologique. Elle mentait tout le temps, à tout le monde, dans l'objectif de faire profit de ses proches et de ses amitiés. Elle cherchait à avoir le centre de l'attention des gens qui l'aimaient et des gens qui la rabaissaient. Elle avait un pouvoir d'emprise apparemment monstrueux. Elle aurait volé des dizaines de milliers d'euros à sa famille en douce au cours de sa vie. Elle a été pendant longtemps sur la watchlist de plusieurs États des États-Unis pour avoir volé, refusé de payer ses impôts et d'autres fraudes. Pire que ça, elle manipulait les gens autour d'elle, voulant être au centre des projecteurs, réussir sans effort, notamment alors que sa mère était mourante et qu'elle était la seule personne, étant aide-soignante, à devoir s'en occuper. Elle l'aurait affamée jusqu'à la mort, pour ainsi pouvoir avoir son héritage en poche et donc avoir encore plus de thunes. Elle était si mauvaise que ça. Bien que personne ne puisse l'affirmer, sa famille est catégorique. Didi avait tué sa propre mère. Le calvaire qu'elle avait fait vivre à sa famille est peut-être la cause de sa séparation avec Rod très tôt dans leur couple. Gypsy était alors livrée aux mains de sa mère, qui pouvait en faire ce qu'elle voulait. Didi a menti sur l'intégralité des pathologies qu'on attribuait à Gypsy Rose Blanchard. Et c'est pas avec la complicité nécessairement de sa fille. Elle y croyait dur comme fer, à l'exception du mensonge de sa quadriplégie, pour laquelle sa mère, sans raison, lui demandait et lui forçait sous l'emprise de menaces de ne pas marcher en face d'autres personnes. Gypsy, je vous le rappelle, avait reçu de nombreuses opérations, que ce soit une ablation des glandes salivaires, etc., mais surtout cette fameuse opération avec le tube qui lui permet de se faire nourrir, qui est placé dans son ventre. Eh bien, cette opération s'est faite sans anesthésie, et très régulièrement, une fois tous les quelques mois, elle devait remplacer ce tube. Opération qui était incroyablement douloureuse apparemment. Sa mère pouvait également choisir ce qu'elle pouvait bouffer, et également les médicaments qu'elle pouvait injecter. Elle y est pas allée à une main morte, elle s'amusait à surmédicamenter, donner de tout à sa fille. Les traitements qu'elle prenait et que sa mère surdosait causaient des symptômes que les médecins essayaient de guérir avec ces mêmes médicaments, si c'est pas une ironie absolument terrifiante. Didi était toujours présente à côté de Gypsy. Dès que Gypsy devait parler, c'est Didi qui parlait à sa place. Dans tous les clips où sa mère est à côté d'elle, on peut le voir qu'elle lui tient la main. C'est un signe d'emprise. De plus, si elle commençait à serrer fort la main de sa fille, cela voulait dire qu'elle avait dit une bêtise et qu'elle devait se taire. Sa mère était comme un nuage qui la poursuivait partout où elle allait. Elle ne pouvait pas s'enfuir. Elle était complètement sous l'emprise de cette personne complètement malade qu'était sa mère. C'est la peur qui étendait l'empire d'horreur qu'avait créé Didi, et également la menace de la douleur. Elle pouvait, pour des punitions, frapper Gypsy avec un cintre, la gifler, la frapper, l'attacher à son lit pendant plusieurs jours, parfois en l'affamant, parfois en l'assoiffant. Elle détruisait ses affaires personnelles, son intimité, elle lui criait dessus. Bref, que de maltraitance. Gypsy n'avait aucune manière de s'évader de cette situation, alors complètement surveillée. Mais vous allez me dire, elle a bien réussi à s'évader au bout d'un moment. Oui, une fois. Une fois, elle a réussi à s'évader. Elle a réussi à s'évader en douce pour aller à une expo de science-fiction avec un de ses amis. Elle lui a d'ailleurs parlé de cette situation, auquel elle n'avait vraiment parlé à personne auparavant, mis à part sa mère, et son ami, en réaction à ça, lui dit tout simplement qu'elle peut venir vivre chez lui dans l'Arkansas, alors complètement affolée par son récit. Gypsy accepte sans broncher, mais sa mère la retrouvera en 4 heures, grâce à des réseaux d'amis sur Facebook. Et encore une fois, le comportement manipulateur de Didi s'est exprimé. Elle a menacé d'appeler la police, lui a donné des informations qui pouvaient lui faire plaisir. Bref, elle a réussi à manipuler encore une fois la personne et à ramener sa fille qui avait pourtant réussi à s'évader de sa prison. En la ramenant, elle fracassa son ordinateur et son téléphone en lui expliquant que la prochaine fois, ce serait elle à la place. Alors complètement terrorisée, Gypsy n'avait plus aucune issue. Mais comment Didi a-t-elle fait pour duper tous les médecins qui s'occupaient de Gypsy? Et il y en avait un paquet. Ce n'est pas facile de répondre facilement à cette question, parce que ça a créé un gros scandale dans la médecine américaine, car de nombreux tests qui auraient dû être réalisés n'ont pas été réalisés. Seul un docteur se douta de quelque chose, un certain docteur Flatterstein. Mais alors qu'il écrivait une lettre pour un autre médecin, pour lui exprimer ses doutes quant à la véracité des dires de Didi Blanchard, Didi, on ne sait comment, a réussi à intercepter la lettre et a donc changé tout de suite de docteur, craignant de se faire choper. Elle a créé des faux documents, des faux diagnostics, etc. qui n'ont jamais été remis en question, tellement c'était une manipulatrice de génie. Tout le monde était complètement embaumé par sa manipulation. Elle était d'ailleurs probablement atteinte d'une maladie mentale, le syndrome de Munchausen par procuration. À la base, le syndrome de Munchausen, c'est être sûr, persuadé qu'on est malade, essayer de se rendre malade de toutes les manières possibles pour attirer de la sympathie.
Le syndrome de Munchausen par procuration, c'est rendre malade quelqu'un ou alors lui faire croire, dur comme fer, qu'il est malade, dans l'objectif d'avoir à peu près les mêmes systèmes d'empathie de la part d'autres personnes, mais à travers la personne avec qui tu vas réaliser ce syndrome de Munchausen. Gypsy en a été la victime évidente, elle s'est fait complètement détruire par sa mère. Et on peut voir que d'autres insécurités de sa mère se retranscrivaient plutôt bien avec le comportement qu'elle avait avec sa fille. Comme par exemple le délire de l'âge mental fixé à 7 ans. C'est une manière pour elle de conserver cet aspect petite fille. Vous savez, la peur de voir grandir ses enfants. Et bien simplement, elle a dit, moi mon enfant il ne grandira pas parce que mon enfant, il ne saura pas qu'il a grandi. En effet, Gypsy n'avait pas le droit de savoir son âge. Elle n'a jamais su vraiment quel âge elle avait jusqu'à ce que l'emprise de sa mère se termine. Sa mère s'amusait aussi à antagoniser son père. Quand Gypsy allait le voir, tout simplement pour renouer avec l'enfant du divorce, elle se disait complètement effrayée par son père tellement sa mère racontait des choses horribles sur lui. Où a-t-elle trouvé une porte de sortie dans tout ça ? Il y a une réponse à ça. Internet. Un jour, Gypsy ouvra Internet et chercha un site de rencontre. Elle s'arrêta sur le site christiandatingforfree.com, un site de rencontre pour chrétiens, et commença à chercher un possible amoureux. Elle trouva un certain Nicholas Goddard-Jones. Elle le trouvait mignon, elle lui envoie un clin d'œil, il lui en envoie aussi, et ainsi commença sa relation avec son nouveau petit copain, Nick. La relation se construit rapidement et très vite ils ont envie de sortir ensemble, seulement 4 jours après s'être rencontrés pour la première fois par chat sur internet. Gypsy était inexpérimentée et ne comprenait pas vraiment ce qu'était concrètement une relation amoureuse. Elle savait juste que quelqu'un s'occupait d'elle. Elle n'avait que des schémas de Disney, des princes charmants, etc. Et Nick en a profité. Nick était quelqu'un de très introverti. Il avait du mal à s'intégrer dans les groupes, il était silencieux. Il a également été diagnostiqué, pour une fois c'est vrai, du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Mais Nick n'était vraiment pas tout blanc. Il était en réalité très déviant et étrange. Il appréciait les pratiques BDSM et également les relations DDLG, c'est-à-dire Daddy Dumb Little Girl. Des gens fantasmant le jeu de rôle autour d'un père et d'une fille et de leurs relations sexuelles. Ouais, c'est sale, c'est sale. Il y a rarement des gens très très sains qui font partie de ce genre de communauté. Il voulait que dans la relation, il l'appelle maître. Il voulait qu'elle soit sa petite fille. Il disait également être atteint de personnalités multiples. Et il exigeait que Gypsy se crée de nouvelles personnalités pour chacune de ces personnalités multiples. Il disait aussi croire être un vampire. Il voulait que sa femme soit soumise. Bref, un maximum de bonheur. Il s'était notamment déjà fait arrêter dans un McDonald's pour avoir regardé de la pornographie et s'être b***é dans les toilettes, et ce pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'on le retrouve avec un couteau. Même l'ex de Nick avait contacté Gypsy pour lui dire que ce gars était tout simplement complètement fucked up. Gypsy n'a pas écouté, pensant que c'était juste une ex jalouse. Elle était tout simplement complètement aveuglée. Ils se rencontrèrent en vrai la première fois pour aller voir le film live-action de Cendrillon au cinéma. C'était donc la première fois que Nick allait voir Gypsy, mais également voir la mère de Gypsy. Il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, Didi n'avait aucune idée de qui était Nick. En effet, toutes les discussions entre Gypsy et Nick se faisaient par internet quand Didi était en train de dormir. Ils avaient réalisé une sorte de plan où ils feraient semblant de faire connaissance dans le cinéma pour ensuite pouvoir en secret faire l'amour dans les toilettes très vite. Ils l'ont fait, Gypsy pensait que ça s'était bien passé, mais en retour, Didi dira qu'elle trouvait que Nick était très bizarre et elle le détestait tout simplement. En général, elle avait tendance à détester absolument toutes les personnes avec qui Gypsy devenait amie. Lentement, je pense que vous le remarquez, des engrenages se mettent en place, des plans commencèrent à arriver pour sortir Gypsy de cette situation. Après avoir raconté ses déboires avec sa mère à Nick, ils ont commencé lentement à fantasmer une libération de leurs chaînes respectives et lentement, l'idée du meurtre commençait à remonter dans les discussions. At some point, you decided to kill your mother, is that correct? Yes. When was that? Thoughts of it started a year prior to the murder actually happening. Whose idea was it to kill your mother? Mine. Gypsy l'avait évoqué, Nick voulait l'exécuter. Le 13 juin 2015, Nick prit un bus pour Springfield, payé par Gypsy, lui ayant dit la veille être enfin prête pour leur dernier plan.
Le lendemain de ce petit voyage, Gypsy alla faire les courses avec sa mère. Ils dînèrent normalement, puis elle rentra dans sa chambre, silencieusement. Ça devait être quelque chose d'un peu inhabituel pour la maison qui normalement était un peu plus animée. Elle envoyait des textos à Nick. Sa mère se couchait étonnamment tard pour une fois. Bref, quelque chose se préparait. Quand sa mère alla se coucher, elle se doutait que quelque chose d'étrange était en train de se passer. Du moins, c'est ce que dit Gypsy. Parce que les derniers mots que dirent sa mère à Gypsy étaient « Je vais me relaxer un peu, ne me fais pas de mal ». Gypsy alla dans la salle de bain, seule. Le sol était dur, froid. Elle se mit dans une position fétale, ferma les yeux, se couvrit les oreilles. Ça ne couvrait pourtant pas les bruits, les cris de sa mère, l'appelant à l'aide, alors transpercée par le couteau de son petit ami. Elle était paralysée, les voiles l'entourant, la menaçant. Nick, pendant ce temps-là, avait ôté la vie de Didi, complètement fou et dérangé. Il voulait violer la mère de Gypsy, mais ils avaient fait un marché avant. Gypsy lui avait demandé de ne pas toucher à sa mère en l'échange d'une chose. Cette chose, c'est quelque chose que vous allez comprendre très vite. Nick revint dans la salle de bain et Gypsy savait que son tour allait venir. Morsure, coups, pénétration, rapport non consenti. Gypsy hurlait qu'il arrête, mais il ne s'arrêtait pas. Comme si de rien n'était, ils prirent ensuite un taxi et allèrent dans un hôtel. Hi, honey. I'm filming this. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il venait de réaliser, et surtout, Gypsy n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Elle savait que sa mère était morte, mais elle ne savait pas la gravité des événements. Laissant la scène de crime inchangée, à l'exception de quelques petites choses, Gypsy écrit ensuite sur la page Facebook de Didi les fameux messages, alors désorienté, mais toujours dans l'idée que ce meurtre était quelque chose de normal. Nick et Gypsy se rendirent donc chez lui, et la police les retrouvèrent plutôt vite. C'était la fin de la cavale de Nicholas Goddard Jones et Gypsy Rose Blanchard. Quelques jours plus tard, au domicile des Goddard Jones, un collier arriva destiné à Gypsy. C'était Nick qui l'avait posté et il contenait à l'intérieur le couteau du meurtre ainsi que 4 à 5 000 $. Gypsy et Nick furent ainsi interrogés, inspectés et un procès commença. La famille était détruite de voir le calvaire qu'avait vécu la jeune fille et qui s'était entièrement passé sous leur nez. La famille de Didi Blanchard avouera ne pas être triste en majorité de la mort de Didi, étant donné qu'elle était vraiment détestée par l'intégralité de la famille. Il est difficile de s'exprimer sur cette affaire. Comment dire qu'un meurtre peut être justifié ? Le meurtre ne peut pas l'être, peu importe la situation, mais étrangement cette fois-ci, ça paraît différent. Gypsy a tué sa mère, car c'était la seule issue possible à sa situation. Également, sa vision était altérée, elle avait été altérée par sa mère. Rien de tout ça ne se serait passé si Didi n'avait pas détruit sa fille ainsi pendant tant d'années. Goddard Jones a été condamnée à la perpétuité et Gypsy a été placée en prison pour mineurs, où elle dit se sentir mieux. Elle pourrait notamment pouvoir sortir d'ici 2024 apparemment, le tribunal ayant allégé les peines tant l'affaire était exceptionnelle. Même s'il est évident que la souffrance de Gypsy est réelle, ne cessons jamais de remettre en question. Peut-être que Gypsy a appris de sa mère dans la manipulation. On l'observe parfois mentir en interrogatoire, et même si les interrogatoires ont été lentement plus lourds en vérité, et que Gypsy semble s'être calmée, il ne faut pas oublier qu'elle a fait les messages sur Facebook, et que lorsque ses discussions avec Nick ont été révélées, on pouvait la voir chercher du réconfort dans la salle, en virant son regard vers sa famille, alors toujours persuadée que le monde que sa mère lui avait laissé était un grand jeu, où le bluff est monnaie courante, et la vie un jouet. C'est la fin de ce Findings au ton franchement assez grave par rapport à d'habitude. Je voulais vous parler de cette affaire que je trouve absolument dantesque et absolument terrifiante. J'espère que ça vous aura fasciné autant que ça m'a fasciné. Encore une fois, aujourd'hui, Gypsy Rose Blanchard est toujours vivante. Elle est toujours en train de purger sa peine. Elle va beaucoup mieux. On ne peut pas excuser un meurtre, mais elle passe sa vie en prison où elle se sent beaucoup moins fliquée que quand elle était avec sa mère.
Elle se dit toujours être complètement détruite du fait d'avoir organisé ça, mais on peut aussi arguer le fait que Nicholas Goddard-Jones l'a beaucoup influencé dans sa question. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Pour moi, c'est vraiment une question morale très complexe, une question éthique vraiment particulière. Je pense que le choix qui a été donné par le tribunal était plutôt juste, voilà, pour une fois. Mais encore une fois, on ne saura jamais tout ce qui s'est passé, hein. La vérité se trouve chez Gypsy. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, je ne sais pas encore tout à fait l'utiliser parfaitement, mais voici ma nouvelle caméra, voilà, une nouvelle caméra que j'ai achetée avec les sous-sous que j'ai fait grâce à l'album $1000 Just One Key. Vous pouvez toujours aller l'acheter sur Bandcamp. Il ne sortira pas le 1er mai, comme je l'avais dit, sur toutes les plateformes, pour une raison simple, c'est que je vais signer un label du nom de Talitre, un label bordelais. C'est un label qui a signé notamment des groupes mythiques, notamment le groupe de rock alternatif The National. C'est un truc de malade, il l'a signé au début de sa carrière, et vraiment, c'est un honneur d'être sur un label qui a pu signer des artistes aussi légendaires, mais aussi il y a la possibilité éventuellement de faire des concerts. D'ailleurs, si vous pouvez me contacter à mon adresse email qui est disponible dans l'onglet à propos de ma chaîne. Si vous êtes un musicien, j'ai besoin de guitaristes, de bassistes et de batteurs. Et si vous êtes un musicien qui est sur Paris. Et également, si vous avez un endroit où pouvoir répéter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'être présent. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.